Agir contre l'exclusion et je suis chargé de mission avec une double casquette. Je travaillais à la fois sur ce qu'on appelle de l'ingénierie de projet, c'est-à-dire que je vais penser des projets d'insertion professionnelle pour les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, mais je vais aussi travailler sur un volet social, c'est comment finalement favoriser cette inclusion sociale. Les deux vont souvent de pair. D'accord ? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont dites aujourd'hui, qui sont extrêmement pertinentes, mais je ne suis pas sûr que le débat doit être pris sous cet angle-là. Il est vrai que il y a une baisse significative, je crois de 11%, ça a été évoqué. Il y a plein de projets qui sont remis en question. Il y a effectivement la suppression des emplois aidés, mais ça dans le mouvement associatif et même dans l'histoire de la politique de la ville, ça a toujours été fluctuant. C'est-à-dire que c'est rien de nouveau, en tout cas pour moi, qui suis un acteur de longue date, même si je ne suis pas très âgé. On a toujours connu, on a toujours eu ces périodes d'incertitude au vu d'un changement de gouvernement, d'un remaniement ministériel. Il y a toujours eu quelque part le mouvement associatif qui s'est mobilisé parce que inquiétude sur les orientations, inquiétude sur les subventions. Et ça pose une réelle question et je pense que c'est aussi peut-être un bout de la réponse, c'est quel modèle économique pour nos associations? Parce que de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle d'économie. On se dit aujourd'hui, il y a une baisse des dotations de 11%, comment on va faire? Voilà. Toutes nos associations et tout notre modèle économique associatif est essentiellement basé sur des subventions publiques. Et pour contrebalancer et donner peut-être l'exemple de la fondation pour laquelle je travaille, c'est une fondation qui a été créée en 1993 à l'initiative de Martine Aubry, qui était à l'époque directrice générale chez Péchinet, donc c'est un grand groupe, un fleuron français, c'est une grande entreprise. Et Martine Aubry, elle fait le constat de se dire, les pouvoirs publics ne peuvent pas répondre à eux seuls à cette problématique d'exclusion. Elle dit, à un moment, effectivement, les pouvoirs publics sont un peu aussi limités, soit en agilité, parce qu'ils n'ont pas l'expertise, parce que finalement, ils ne savent pas comment financer les projets. Et elle dit, moi, je vais regrouper les entreprises, non pas sur le versant financier, mais sur le versant aussi expertise. C'est de dire aussi, au sein des entreprises privées, il y a des idées, il y a de la ressource, cette ressource-là, on va la mettre au service des personnes les plus vulnérables. Et donc, elle crée la fondation Agir contre l'exclusion. Au sein du conseil d'administration de la fondation Agir contre l'exclusion, vous avez des grands groupes tels que Manpower, tels que AG2R La Mondiale, tels que anciennement GDF Suez qui est devenu Engie. Et le président de la fondation, c'est Gérard Mestralet, ancien PDG d'Engie. D'accord? Qu'est-ce que ça nous permet très concrètement de faire aujourd'hui? C'est d'avoir un modèle économique fiable et viable. Ça veut dire que c'est un modèle économique qui ne repose pas essentiellement sur le denier public. Comme on sait que le denier public est très fluctuant et que finalement en période de crise tout s'écroule, ou alors une orientation politique donnée et là finalement il y a des associations qui se voient tout de suite menacées, la Fondation Agir contre l'exclusion, elle a pris le parti pris de se dire on va travailler avec les entreprises, d'accord, et ça fonctionne plutôt bien. Donc on développe différents projets. Des projets aussi qui s'autofinancent, notamment un projet, et ça c'est un projet assez phare, une structure d'insertion par l'activité économique basée sur la collecte de matières plastiques qui sont par la suite revendues à des filières de recyclage et notamment à Danone. Et donc l'entreprise permet finalement de faire de l'insertion professionnelle par l'activité économique et d'avoir un modèle économique viable. Moi je pense qu'aussi, la question qu'on doit aussi se poser, au-delà, elles sont très légitimes celles que vous vous posez, mais au-delà de la baisse ou l'augmentation c'est quel modèle économique pour nos structures. Voilà. Et j'ai accepté aussi de venir parce que je pensais avoir notre parlementaire François Pupponi. Ça aurait été aussi l'occasion pour nous de lui poser la question de savoir de quelle manière aujourd'hui les structures associatives qui sont aujourd'hui menacées par cette baisse des dotations peuvent-elles avoir un statut spécifique tel que les fondations peuvent l'avoir pour leur permettre d'aller solliciter les fonds des entreprises. Vous voyez, c'est ce que je vais appeler un peu un bouclier social pour les associations. On a eu le bouclier fiscal, c'est un peu le bouclier social. C'est comment est-ce qu'on va inciter peut-être les grands groupes par des mesures fiscales à justement investir dans des petites structures
de quartier, sur des projets tels que vous les développez, qui sont extrêmement pertinents, mais qu'on voit aujourd'hui menacés, parce que finalement, dans un ministère, ça se décide assez souvent à Bercy, dans un ministère, un fonctionnaire a dit, hop, coupe budgétaire, et là, hop, les projets, très concrètement, ne voient plus le jour sur le territoire. Ensuite, il y a un autre point sur lequel je voudrais peut-être apporter un éclairage. La politique de la ville, à entendre certains, et je pense que vous ne l'avez pas fait volontairement, on a le sentiment que la politique de la ville, finalement, c'est l'alpha et l'oméga dans les quartiers. Ce n'est pas le cas. Avant la politique de la ville, il y a d'abord ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, c'est quoi? Le droit commun, c'est toute la politique que va mettre en place votre mairie. C'est-à-dire que la première et le premier concerné dans une ville, quand il y a des difficultés, c'est le maire et ses élus. D'accord? La politique de la ville, elle a été inventée pour dire on va mettre un moyen supplémentaire à celui que vous mettez, vous, ville, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les règles de financement de la politique de la ville, l'État ne vous donne pas 1 euro si votre ville ne met pas 1 euro. Vous voyez? On est dans cette logique de cofinancement. D'accord? Et donc les premiers acteurs, en tout cas à mon sens, d'accord, sur un territoire qui est en difficulté, ce sont les élus. C'est quelle est la politique que les élus veulent mettre en place. S'ils ont identifié des difficultés, ok, comment est-ce qu'ils essayent de résoudre ces difficultés-là? Et les financements politiques de la ville viennent en renfort. Vous voyez? Il ne faut pas se tromper. La politique de la ville, ce n'est pas quelque chose qui est décidé d'en haut et qui va venir s'insérer sous vos territoires. Vous voyez? C'est comment est-ce que tout ça fonctionne. Voilà pour le modèle économique. Il me reste un peu de temps? Non, c'est bon. Mais voilà, et pour terminer, monsieur 3D qui a dit quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu lire le rapport, l'excellent rapport fait par Madame Baquet et Mohamed Meshmash, rapport qui a été commandé par l'ancien ministre de la Ville, Jean-François Lamy. Dans ce rapport-là, effectivement, il est aussi question à un moment de pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, c'est un peu une expression empruntée aux anglo-saxons. C'est finalement la mobilisation de la masse, la mobilisation du citoyen pour agir sur son quotidien. Et donc c'est effectivement quelque chose de très juste, et c'est tous ensemble qu'on peut innover et essayer de trouver des palliatifs à une crise qui est passagère, parce qu'on verra que prochain gouvernement, il y aura d'autres orientations, et voilà. Merci à vous.